Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro spécial consacré à la connaissance de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Nous sommes à Zérekoré en région forestière pour parler du caractère inclusif de la nouvelle loi fondamentale de la République de Guinée. Dans ce numéro, nous allons vous montrer comment l'avant-projet de la nouvelle constitution garantit-elle les droits et l'égalité de chance à tous les citoyens, comment cette nouvelle constitution mettra fin à toute forme de discrimination dans notre pays. Pour en parler, sur ce plateau, je reçois M. Honorable Amidou Camara. Il est conseiller au CNT. Il est également le président de la commission finance au Conseil national de la transition. Il est en même temps chef de mission du CNT en Guinée forestière. Bonsoir, Honorable Amidou. Bonsoir. À mes côtés, il y a M. Mohamed Salou Paye. Il est journaliste à la radio-diffusion télévision guinéenne RTG. Il est en même temps chef d'équipe régionale basée en Guinée forestière. Bonsoir, M. Paye. Bonsoir. Et première question, honorable Amidou, en quoi cette nouvelle constitution est-elle inclusive? Alors, merci beaucoup monsieur, merci pour l'intérêt que vous accordez à cette campagne de vulgarisation. Comme vous le savez, on ne saurait parler de constitution si dans son contenu, elle ne permet pas d'inclure la société guinéenne, surtout les couches les plus vulnérables. Comme je vous ai dit à l'amont de mon intervention aujourd'hui, à l'université, je disais que les instructions du président de la République sont claires en matière de constitution. C'était pour nous permettre d'élaborer une constitution qui puisse nous rassembler et nous ressembler. Et pour moi, l'inclusivité de la constitution n'est pas à démontrer parce qu'il existe des articles dans la constitution qui traitent la question. Généralement, lorsqu'on parle d'inclusivité, nous faisons souvent recours à l'implication ou la prise en compte des préoccupations des couches les plus vulnérables de la société. Et généralement, ces couches, c'est souvent les femmes, les enfants, les personnes vivant avec handicap, les personnes âgées et une proportion importante des Guinéens qui sont souvent à l'étranger et qui ne sont pas associés à la vie de la nation. Et si vous parcourez cette constitution, quand vous prenez par exemple l'article 25 de la Constitution, le droit au mariage est consacré et pour les jeunes filles comme pour les jeunes garçons. Et l'État veille à l'équité des droits lorsqu'il s'agit de la constitution d'un mariage et de sa dissolution. D'autres articles également de la Constitution parlent de la parité, hommes et femmes. Et cette question de parité fait partie désormais des principes fondamentaux de la République. Et si vous parcourez l'article 26, il est prévu désormais que l'État puisse garantir le bien-être des enfants en luttant contre l'exploitation abusive des enfants, leur maltraitance et à lutter contre la délinquance. Donc cela est prévu dans la Constitution. Si vous parcourez également la Constitution, l'article 27 de la Constitution fait recours aux personnes vivant avec handicap. Parce qu'on a constaté que les infrastructures n'étaient pas adaptées à leur état. Quand vous parcourez dans la sous-région, souvent vous partez dans la sous-région, vous réalisez qu'il y a certains pays, quand vous partez au parking, il y a des espaces qui sont aménagés où vous ne pouvez pas garer même vos véhicules. Il est clairement indiqué que ce sont les handicapés qui doivent y garer. Au-delà de ça, lorsqu'il s'agit de traverser aussi les routes dans d'autres pays, vous vous rendez compte qu'il y a souvent des tracés qui indiquent qu'ils sont spécialement conçus pour les personnes handicapées. Ce n'était pas le cas chez nous. Et l'article 27 de la Constitution fait désormais cela une obligation de l'État. L'État est obligé à adapter les infrastructures à l'état de ces personnes handicapées. Mais aussi les moyens de transport, les bus et autres agents qui seront désormais achetés au compte de l'État en République de Guinée doivent aussi être adaptés à l'état des personnes handicapées. Et l'article 28 de la Constitution, vous vous rendrez compte aussi, cet article traite la question des personnes âgées. Parce que le fait de dire qu'il faut faire une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, il va sans dire qu'il faut tenir compte de nos coutumes, de nos mœurs et de nos traditions. Et nous savons, vous et nous savons tous ce que les personnes âgées représentent dans notre société. Donc, l'article 28 de la Constitution garantit une vie saine pour les personnes âgées et un traitement digne de leur honneur. Et les personnes âgées qui ont servi la nation ont aussi droit à des récompenses et à des accompagnements. Et l'autre dimension, c'est l'article 29. Avant, on parlait plus de la diaspora, mais la diaspora n'était pas directement associée à la gestion de la vie de la nation. Même si le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger a été prévu au temps du professeur Alpha Condé, on ne pouvait pas imaginer à l'époque qu'un étranger puisse être député à l'Assemblée nationale afin de défendre la cause de la Constitution. Et l'association de la diaspora à la vie de la nation est consacrée à l'article
l'article 29 de la Constitution. Donc, il va sans dire que nous avons une Constitution qui est inclusive et nous pensons que dans les jours à venir, puisque nous sommes à l'intérieur du pays, pour expliquer à la population ce qui est prévu pour eux, pour elle en termes d'inclusivité, et qu'une frange importante de la population se dégagera dans les jours à venir pour dire oui à cette Constitution. Honorable, vous venez de parler du caractère inclusif de l'avant-projet de cette nouvelle Constitution. Quelle est sa particularité? En quoi est-elle distincte des autres? Bon, la particularité de cette Constitution, c'est d'abord la démarche. La démarche qui a prévalu à son élaboration. Il y a quelques jours, j'ai suivi un journaliste qui disait à la télé, qui disait, bon, pour la première fois, un organe législatif présente à la population un avant-projet, au lieu de présenter un projet. Donc pour ce journaliste, c'est juste des questions pécuniaires et mercantiles. Pour lui, on est venu à l'intérieur du pays juste pour avoir des primes et nous en servir. Et pourtant, c'est tout à fait le contraire. Parce que pour nous, c'est une première fois, en tout cas à notre connaissance, ici en Guinée, qu'il y ait une telle démarche inclusive en termes d'élaboration de la Constitution. Parce que quand on parle du caractère inclusif de la Constitution, ça va dans les deux sens. Ça va non seulement dans le sens où le contenu est inclusif, mais aussi la démarche. Et si vous avez suivi, pour élaborer cette Constitution, le Conseil national de la transition s'est inspiré de 6 rapports différents. D'abord, dès sa mise en place sur instruction du président de la République, le président de notre institution a bien voulu que les conseillers nationaux partent à l'intérieur du pays pour consulter la population sur ses aspirations pour la Guinée de demain. Un rapport a été rédigé à cet effet à l'issue de cette mission de concertation sur toute l'étendue du territoire national. Et dès après, le président de notre institution a bien voulu organiser ce qu'on appelait le symposium constitutionnel. Cette activité avait pour objet de s'inspirer des constitutions antérieures et de pouvoir dénicher leurs limites pour ne pas répéter les erreurs du passé. Il y a aussi une autre constitution, une autre activité qui a été organisée, qu'on a appelé le débat d'orientation constitutionnelle. C'est une manière d'associer les acteurs de la vie sociopolitique, c'est-à-dire les partis politiques, les fêtières des organisations de la société civile, les handicapés, les femmes, les jeunes, si vous avez suivi à l'hémicycle. Tous les acteurs de la vie sociopolitique ont été mis en contribution pour recueillir leur point de vue sur ce que doit être la constitution future. Le président aussi de notre institution a bien voulu organiser ce qu'on appelle le forum interreligieux, parce que pour faire une constitution qui tient compte de nos mœurs et coutumes, il faut quand même associer ceux qui sont les détenteurs en la matière, de les crières publiques, les imams, les prêtres, ainsi de suite. Ce qui fait le 4e rapport qui nous a inspiré. Le 5e, le président a bien voulu s'inspirer des bonnes pratiques de la sous-région. Donc on a constitué les missions d'études à l'étranger. Il y a certains de nos collègues qui sont partis au Ghana, d'autres au Bénin, d'autres au Rwanda, pour aller s'inspirer des bonnes pratiques de ces pays et voir la possibilité si on pouvait les implémenter de chez nous en Guinée. Et le 6e rapport, sur recommandation, sur instruction du président de la République, le Premier ministre d'alors, le Premier ministre Goumou, avait initié un rapport, un dialogue interguinéen. C'était une façon de permettre à tous les fils de la nation de s'asseoir pour discuter de paix et de vivre ensemble. Ce rapport a été élaboré et le CNT a été mis en copie. Donc on s'est inspiré de ces 6 rapports pour faire la Constitution. Sa particularité, on peut se contenter pour dire que non, on a consulté la population, il y a eu le débat d'orientation constitutionnelle et autres, donc on va directement au projet et soumettre au référendum. Mais malgré cela, malgré ce caractère inclusif de la Constitution, de la démarche, on a tenu à venir présenter à la population d'abord l'avant-projet pour dire oui, on vous a écouté, nous pensons que c'est ça que vous avez dit, donc on soumet à votre appréciation. Et aujourd'hui, si vous avez suivi nos activités, vous vous rendez compte qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, les personnes consultées aujourd'hui, dans le cadre de cette campagne de vulgarisation, vous réalisez que ces personnes-là sont en train de faire des contributions très importantes et pertinentes dont nous allons intégrer dans la dernière version de la Constitution. Donc, sa première particularité, c'est la démarche qui a prévalu à sa rédaction. Les autres particularités, c'est par rapport aux innovations qu'elle contient. L'une des premières innovations, d'abord, c'est la constitutionnalisation désormais du débat télévisé entre les candidats. On savait que les leaders politiques, avant, l'essentiel des leaders politiques, même s'il y a certains qui font exception, leur projet de société, c'était pour dire je suis natif de telle localité, je suis natif de telle région.
Donc cela faisait qu'on ne parlait que d'ethnie. L'identité Ethnique. Maintenant, aujourd'hui, que vous soyez forestier, imam, peul, konyanké ou quoi, pour accéder à la magistrature suprême, vous êtes obligé de tenir un débat télévisé avec vos collègues candidats. Afin de convaincre voilà, la population. Tout à fait, l'électorat. Et cela a le mérite non seulement de mettre terme à l'ethnie, mais aussi ça permettra de faire quoi? De faire la promotion de l'élite et de l'excellence. Parce que d'autres diront, mais vous faites le débat, une frange importante de la population est analphabète, cette frange ne suivra pas vos débats. Mais sauf que ce qu'on oublie, la frange importante qui est analphabète là, souvent demande l'avis de celle qui est lettrée pour pouvoir décider. Et il va sans dire que s'il y a des débats télévisés, au moins une couche importante de la population, en tout cas ceux qui ont été à l'école, sauront au moins dire oui, bien sûr que je suis de la même région que tel candidat, je suis de même ethnie que l'intéressé, mais en âme et conscience, c'est tel monsieur qui a un projet viable pour la Guinée. C'est l'une des innovations. L'autre innovation, c'est la question des étudiants boursiers. Vous savez, nous sommes un pays minier. Dans les jours à venir, ce que représente la crème de la jeunesse, c'est à partir de nos ressources humaines que nous pourrons profiter de nos ressources minières. Mais malheureusement, la plupart des institutions d'enseignement supérieur forment pour 3 ans, 4 ans. Ça fait que l'essentiel des étudiants n'ont pas les moyens pour pouvoir poursuivre les études post-universitaires. Donc, le master et le doctorat souvent deviennent plus chers, c'est 25 millions. Et ça fait quoi? Ceux qui sont populaires ou NABAB ont plus de chances d'envoyer leurs enfants à l'étranger pour aller étudier et pour financer le master et le doctorat pour eux en Guinée. La Constitution, là, désormais, fait une obligation pour l'État pour que tous les étudiants diplômés qui vont en tête une certaine moyenne requise en la matière pourront avoir droit au master gratuit et au doctorat aussi gratuit, à la formation gratuite. Et parlant de l'éducation, on parle aussi de l'éducation gratuite pour tous les enfants jusqu'à de 0 à 16 ans. Oui, au fait, ce qui est d'abord important pour les enfants de 0 à 16 ans, ce qui est d'abord important en la matière, c'est d'abord le caractère obligatoire désormais de l'éducation. Parce qu'on avait constaté que moi, par exemple, si je suis préfet, ou je suis gouverneur, ou je suis ministre, j'envoie mes enfants à l'école. Au même moment, j'ai un enfant chez moi qui a 9 ans, qui a 12 ans, mais qui sert d'un frère au village, qui sert de bonne à la maison. Donc désormais, tous les enfants âgés de 0 à 16 ans sont obligés d'être à l'école. Donc l'enseignement est devenu obligatoire. C'est consigné dans l'avant-projet de prévu dans la Constitution. Et l'autre innovation qui me paraît très très importante, c'est la question de la Commission nationale de développement. Comme vous avez remarqué, j'allais en venir, bien sûr, je l'avais même noté déjà, allez-y, oui. Tout à fait. La Commission nationale de développement, si vous avez remarqué par le passé, l'organe législatif est généralement saisi sur les documents qui sont déjà signés. Lorsqu'il s'agit des accords et conventions internationaux, c'est le gouvernement qui signe à travers le ministre des Finances et le Parlement est saisi sur la version signée des documents. Sauf que lorsque le document est déjà signé, en termes de relations internationales, ce n'est pas trop galant et très honorable pour un pays de revenir sur sa signature. C'est-à-dire si le gouvernement signe et le Parlement est saisi après, le Parlement fait juste des critiques stériles, étant donné que ça ne va aboutir à rien parce que le document est déjà signé. Donc pour permettre, et puisque les signatures sont politiques, parce que le président de la République, son gouvernement, sont des institutions politiques. Donc, il va sans dire que dans tous les actes qu'ils vont poser, ils vont tenir compte des questions géopolitiques. Je suis président de la République, je dois par exemple autoriser une entreprise chinoise à exploiter le mont Simandou ou bien le mont Nimba. Donc il me reviendra de dire, oui bon, écoute, c'est une entreprise chinoise, moi j'ai besoin du soutien de la Chine, ou bien c'est une entreprise française, j'ai besoin du soutien de la France. Donc si je soutiens par exemple, je veux le soutien de la France, donc je peux accorder des exonérations fiscales ou bien des avantages non justifiés à l'entreprise française juste pour avoir l'adhésion de la France. Et ça fait souvent que le pays est léger dans ses droits. Et si vous avez remarqué, l'essentiel de nos conventions minières ont été bâties sur ces principes. Donc nos ressources ont été bradées depuis un certain moment. C'est à l'arrivée du CNRD que le régime fiscal du projet Simandou a d'ailleurs été revu en diminuant le congé fiscal. On a parlé, nous, de la mise en place de la Cour spéciale de justice. Donc, bon, pour le cas de la mise en place de la Cour spéciale de la justice, je ne dirais pas que c'est une innovation à 100%. Mais c'est une innovation cette fois-ci parce que la Constitution d'abord veille à son opérationnalisation.
Mais au-delà de tout, c'est la dénomination. Parce que pour nous, dire d'abord haute cour de la justice, ça pose problème. Ça donne l'impression aux citoyens lambda comme s'il y avait une juridiction qui était supérieure à une autre, à travers les personnes qui y passent. Vous avez vu, vous avez remarqué. Donc c'est pourquoi cette fois-ci, nous avons pris le soin de ne plus appeler haute cour de la justice, pour ne pas qu'il y ait un sentiment d'infériorité ou de supériorité. Donc on a dit cour spéciale de la justice. Donc qui aura donc pour rôle pour juger les hautes personnes en fonction. Parce que je le disais la fois dernière que pour ceux qui ont fait le contrôle financier, plus on peut contrôler le taux. Parce que si quelqu'un vous vole le 1er janvier et vous patientez le 31 décembre pour pouvoir faire l'audit, le 31 décembre trouvera non seulement qu'il a mangé une bonne partie de la manne, mais aussi il sera capable de faire disparaître assez de preuves. Donc c'est pour cette raison que la Cour spéciale de la justice est utile. Elle aura le mérite de juger ceux qui sont en fonction. Donc même si on est président de la République, on est Premier ministre, on est membre du gouvernement haute, toutes les hautes personnalités de la République désormais passeront devant cette haute cour de la justice si ces personnalités sont soupçonnées d'avoir été sujet de malversations financières ou de la mauvaise gouvernance. Il n'y a pas un tout petit peu d'interférence entre ces compétences et celles de la CRIEF, puisqu'on parle de malversation financière? Non, pas du tout. La haute trahison, ce n'est pas que financière. Hein, ça peut concerner une parjure. Ça peut concerner la haute trahison proprement dite. Ça peut être que la personnalité concernée veut toucher aux intangibilités constitutionnelles. Donc ce n'est pas que financière. On parle de la nouvelle constitution. Que peut-on faire pour faire revenir les sceptiques dans l'Union? Car souvent on aime à le dire que la Guinée est un véhicule à 4 roues. Oui, mais comme vous le savez, l'essence de la démocratie, c'est la divergence d'opinion. Hein? Donc, nous ne garantissons pas que tout le monde adhérera à cette constitution, même si c'est notre souhait. Parce que quand on veut faire des innovations, on touche des intérêts. Hein? Quand on veut faire des choses qui n'ont pas existé par le passé, il va sans dire que vous ferez des jaloux, ou il y a des gens qui seront contre. Même si notre souhait est que le peuple comprenne. Parce que nous n'avons pas de position, nous sommes là pour le peuple. Et donc quand on parle de peuple, on parle de toutes les composantes de la société. Donc l'unique outil qu'on a, c'est de les rassurer, aller vers eux, les expliquer. Il leur reviendra de décider s'ils vont adhérer à la Constitution ou pas. Mais depuis qu'on a commencé cette vulgarisation, vous vous rendez compte, même si en étant journaliste, l'engouement que le peuple a vis-à-vis du projet. Donc nous pensons que, puisque la démocratie c'est la règle de la majorité, même s'il faut aussi veiller sur le droit de la minorité, mais nous sommes sûrs et certains que dans les jours à venir, la majorité se dégagera en faveur de ce projet. Justement, vous êtes à Zéro-Corée il y a quelques jours. Quel constat réel vous avez constaté sur le terrain? Bon, très satisfait, hein? Un sentiment de satisfaction. D'abord, Zéro-Corée a eu l'honneur de recevoir le président de notre institution et vous avez peut-être su ce qui s'est passé. Vous étiez à la place des martyrs, vous avez vu la taille de la mobilisation. Mais depuis que nous avons commencé les assemblées thématiques, l'autre fois on a commencé par la réunion de cadrage, on a fait un point de presse, on a fait la première assemblée thématique avec les fonctionnaires de l'administration publique. Au-delà de ça, aujourd'hui nous étions à l'université avec les étudiants et vous avez vu l'engouement. Donc le constat que nous avons ici, c'est que nous sommes très satisfaits et nous pensons que la population commence à comprendre. Et désormais, la population ne sera plus prête à être amadouée pour quoi que ce soit. Ok, comme pour la population ne sera plus prête pour être amadouée pour quoi que ce soit, puisque ça c'est un constat que nous avons fait depuis le passage du docteur Dansa avec nous dans différentes préfectures de Lola et Zéro-Corée notamment. On a vu la population s'enthousiasmer quand on a appris qu'il y a désormais un article de la nouvelle loi fondamentale qui consacre désormais le droit à la pétition. Parlez-nous un tout petit peu de ce passage. Bon, vous savez, nous étions dans un régime, même si nous sommes encore, mais nous sommes dans un régime fort présidentiel. Ça veut dire que c'est le président de la République qui décide de tout. Donc cette fois-ci, on a eu à encadrer certaines choses. Non seulement les nominations aux hautes fonctions de l'État sont désormais, il est obligé de consulter le Sénat pour nommer à certaines fonctions, mais aussi il est aussi obligé de consulter le Conseil supérieur de la défense pour des hautes fonctions militaires. Cela est prévu. Mais on a remarqué qu'il y avait assez de violence parce que la population n'avait pas assez d'instruments ou de moyens pour s'opposer à certaines décisions de la haute hiérarchie. Quand le président de la République nomme un premier ministre, s'il décide de brader une ressource, s'il décide de faire une campagne, peu importe ce que le président veut, Dieu voulait. Donc il n'y avait pas de moyen de recours. C'est pourquoi cette fois-ci, pour mettre terme à la violence et pour
pour pacifier encore une fois la société, nous avons prévu le droit à la pétition. Le droit à la pétition qui sera régi dans les jours à venir par une loi organique. À partir de ce droit-là, les citoyens peuvent s'opposer à certaines décisions de l'administration centrale. Supposons par exemple que l'Assemblée nationale, le gouvernement autorise l'homosexualité et que le peuple n'est pas d'accord. Avant, il n'y avait pas de moyen de recours, sauf sortir sur la route pour brûler les pneus. Donc, pour mettre terme à ça, on a prévu le droit à la pétition. Il y a un nombre de signatures qui sera requis. Dès que ce nombre est atteint, automatiquement, l'administration publique est obligée de revenir sur sa décision. Donc cela a le mérite non seulement d'associer le peuple à la gestion de la chose publique, mais aussi ça permettra dans le jour à venir à mettre terme à la violence. Okay. À vous entendre parler, on peut donc espérer que désormais la loi sera respectée en Guinée, une fois la nouvelle constitution adoptée? C'est ça notre souhait. C'est ça notre souhait. Nous pensons qu'on a beaucoup plus besoin du leadership d'exemplarité. Il y a eu assez d'exemples en Guinée ces derniers temps. C'est-à-dire le citoyen lambda, généralement, sait ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire, à travers le leadership d'exemplarité qui a été entrepris depuis quelques années. Donc nous pensons que dans les jours à venir, et vous et nous, les citoyens, seront tous le garant du respect de cette constitution. Parce qu'avant, comme je vous ai dit aujourd'hui dans la salle, avant, il n'y avait pas une interdiction faite aux citoyens d'inviter à la parjure. Mais dans cette constitution, désormais, que vous soyez chef de quartier, ministre ou citoyen ordinaire, dès que vous faites appel à la parjure, vous pouvez être poursuivi. Donc il y a ces dispositions qui sont prévues dans la Constitution pour ne pas que ceux qui sont cupides, ceux qui sont très cupides et ceux qui ne pensent qu'à leurs besoins et leurs intérêts personnels soient tentés à l'avenir à pousser nos dirigeants à aller vers la parjure en tentant de modifier les intangibilités constitutionnelles. Parlant toujours de l'inclusion dans l'avant-projet de cette nouvelle constitution, il y a aussi le côté sanitaire. On parle de la couverture sanitaire universelle, une couverture gratuite pour toutes les couches, si la possibilité. La couverture sanitaire universelle, vous savez, la question de santé est une question vitale. Donc pour nous, assurer une couverture santé universelle pour la population est l'une des responsabilités premières du gouvernement. Il revient au gouvernement d'assurer ça pour la population. On a nos parents qui souffrent de la diabète, d'autres souffrent de la fièvre typhoïde, d'autres souffrent de la tension, mais qui n'ont pas malheureusement de moyens. Donc, il revient à l'État, le CNT a pensé que l'État doit veiller pour qu'il y ait la couverture de la santé universelle, afin qu'une frange importante de la population puisse être traitée. Mais cette disposition ne fait pas recours aux questions pécuniaires. Mais il y a aussi l'obligation qui est faite à l'État à travers cette disposition à veiller pour que toute l'étendue du territoire national soit dotée de centres de santé dignes de nom. Parce que même si vous avez une carte d'assurance santé, si vous êtes à 100 km de l'hôpital, et une femme enceinte qui doit accoucher, ça va poser des problèmes. C'est pour ça, dans les jours à venir, à travers le budget de l'État, les dispositions seront prises pour que cette disposition soit une réalité. Comme je le dis, vous le savez, comme moi, nous sommes dans un pays du tiers-monde où tout est important et urgent. Donc, nous aurons petit à petit pour pouvoir atteindre ces objectifs. Peut-être l'un dernier point, c'est aussi le bicaméralisme de l'Assemblée, puisque certes, nous sommes en train de parler de la nouvelle loi qu'on appelle de la nouvelle constitution, mais cette constitution n'est garantie que lorsqu'il y a une certaine barrière. On parle de la non-révision possible jusqu'à 30 ans. Oui, ça c'est la période migratoire. Vous savez, la période de 30 ans, cette période n'est pas fortuite parce qu'on s'est dit que puisque la durée du mandat proposé dans la constitution est de 5 ans, on s'est dit que pour vraiment rentrer dans la vraie alternance, il faut qu'il y ait la possibilité que 3 présidents puissent se succéder. Donc désormais, si on a la possibilité que 3 présidents veillent au respect de l'alternance démocratique et que ces 3 présidents soient capables de se succéder, dans ce cas on parle là normalement de l'alternance politique. Donc les 30 ans représentent 6 mandats. Donc si vous prenez par exemple, on ne le dit pas parce qu'un président peut faire un seul mandat, bon, si on suppose que les présidents auront par exemple 2 mandats, ça nous fera au moins 3 présidents. Donc si ces 3 présidents veillent au respect de la Constitution, je pense bien que nous aurons une culture politique en termes d'alternance très développée et en termes de respect des principes constitutionnels. Pour revenir à votre question sur le bicaméralisme, vous savez que de l'indépendance maintenant, nous avons une seule chambre. Sauf que le CNT est un parlement en miniature.
Quand je dis parlement en miniature, étant donné qu'on n'a pas de groupe parlementaire très politique, on n'a pas de chef de file de l'opposition et tout. Voilà, mais ce qu'on a dû remarquer ces derniers temps, on a remarqué que le Parlement est quasi politique. C'est pour dire que quand les questions d'intérêt national sont souvent posées, il arrive que le parlementaire chiffre seulement que la ligne éditoriale de son parti. Lorsque le président du parti Y dit votez tous contre, tout le monde votera contre. Et pourtant, nous voulons encadrer dans l'avenir certaines prérogatives du président de la République. Parce que désormais, le président de la République doit normalement consulter, et obligatoirement d'ailleurs consulter le Sénat pour la nomination à certaines hautes fonctions de l'administration publique. Donc le Parlement qui est quasi-politique, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, je parle de l'Assemblée nationale parce que quand on parle des parlements, on parle des deux chambres, puisque l'Assemblée nationale est quasi-politique, si on lit l'avis consultatif du président à l'Assemblée nationale, généralement, ça peut ne pas être objectif. Donc on a pensé qu'il faut mettre en place le Sénat, une deuxième chambre, qui pourra statuer sur ce genre de questions parce que cette chambre-là sera constituée des élus locaux et un tiers sera nommé par le président de la République. Au-delà de ça, donc, par exemple, pour être député, il faut avoir 21 ans. Mais pour être sénateur, il faut avoir au minimum 40 ans. Donc, tout à fait. Donc ce sont vraiment les hommes matures, pour nous, les militaires à la retraite, les anciens ambassadeurs, les anciens premiers ministres, les patriarches, les coordinations et tout qui seront représentés, qui vont statuer au Sénat pour discuter de la vie de la nation. Mesdames et messieurs, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Et nous étions avec l'honorable Amirou Kamara. Il est le président de la commission finance au Conseil national de la transition. Il est le chef de mission du CNT en Guinée forestière. À mes côtés sur ce plateau pour conduire cette émission, il y avait M. Mohamed Salou Paye. Il est journaliste à la radio-diffusion télévision guinéenne. Également, il est le chef d'équipe régionale basé en Guinée forestière. Donc merci, nous étions là. Nous avons développé dans ce numéro le côté inclusif de la nouvelle loi fondamentale qui est en phase de l'avant-projet, qui est en train d'être vulgarisé actuellement auprès des populations afin que chacun puisse apporter sa contribution avant l'adoption par voie référendaire. Merci à vous. Honneur, merci. Ouais.